Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Communication des organisations. Dirigé par Hugues Gauthier. Déjà paru. GRECO, ouvrage dirigé par Hugues Gauthier, Non-verbal et organisation 2000. Gino GRAMACCIA, Les actes de langage dans les organisations, 2001. Nicole DENOIT, Le pouvoir du don, tome 1, Le paradoxe d'une communication d'entreprise par le mécénat, les années 80, 2002, tome 2, Des années fric aux années banlieue, Le mécénat des années 90, 2002. GRECO, ouvrage dirigé par Elisabeth Garder et Gino Gramaccia, Coexister dans les mondes organisationnels, 2003. Elisabeth Gardere, Le capital mémoire de l'entreprise, 2003. Rosette et Jacques Bonnet, Nouvelle logique, nouvelles compétences des cadres et des dirigeants. Entre relationnel et le sensible, 2003. Valérie Carayol, Communication organisationnelle, une perspective alagmatique, 2004. Arlette Bouzon, Communication et management du risque en conception, 2004. Henri Alexis, Dire, La communication des organisations à la croisée des chemins disciplinaires, 2005. Michel Gabet, Dire, Crise et communication. Images, représentation et médias, 2005. GRECO, ouvrage dirigé par Valérie Carayol, Vivre l'urgence dans les organisations, 2005. Arlette Bouzon, Dire, La communication organisationnelle en débat, champ, concept, perspective, 2006. Luc Bonneville, Sylvie Grosjean, Dire, Repenser la communication dans les organisations, 2007. Jacques Bonnet, Rosette Bonnet et Gino GRAMACCIA, Dire, Management et communication. Mutation, emprunt et résonance, 2010. Préambule. Ce livre est l'adaptation d'une thèse de doctorat présentée en septembre 2007. Je tiens donc à remercier les personnes qui ont contribué à mon terrain et m'ont aidé à mûrir mes idées. Je tiens tout particulièrement à remercier Gino Gramaccia, sans qui ce texte n'aurait pas été possible. Mes remerciements vont également à Arlette Bouzon, Valérie Carayol, Nicole Dalméda, Christian Lemohen et Vincent Meyer pour leurs précieux conseils et commentaires. Je souhaite enfin remercier les membres du GRECO, devenu l'Axe Communication, organisation et société du laboratoire MICA, Université de Bordeaux, pour leur chaleur et l'environnement stimulant qu'ils savent si bien créer. Dédicace. À mes lumières. Oyan et Aise. À Nathalie. Merci. Introduction. De l'organisation taylorienne à la communication des organisations. Les technologies de l'information et de la communication, TIC, ont incontestablement accéléré les mutations de la société. La révolution informationnelle précipite le rythme du changement aussi bien dans la sphère publique que privée. Les pratiques de travail sont de plus en plus marquées par les machines d'information, de communication, voire par ces outils relationnels. Mais ce n'est pas tant dans une sociologie des usages que nous voulons nous inscrire, que dans une sociologie des organisations se concentrant sur les processus communicationnels. Les procès étudiés dans les sociétés ayant connu cette révolution informationnelle comprennent inévitablement des TIC. Nous n'en retracerons d'ailleurs pas l'émergence, cela nous semble inutile ici. Nous nous contenterons d'en présenter brièvement les derniers avatars, dont nous voulons souligner la présence dans notre terrain. Mais auparavant, nous allons remettre en perspective les évolutions dans l'organisation du travail car les TIC les ont accompagnés, parfois précédés. L'organisation post-taylorienne. Les principes de l'organisation scientifique du travail ont formaté les exigences de l'organisation vis-à-vis de ses employés. Ils contraignent les processus de coopération. Chaque poste a alors une définition de fonction précise fermant la porte à l'initiative du travailleur. D'un point de vue sociologique, nous pourrions dire que nous retrouvons l'idéal rationnel légal conceptualisé par Max Weber. Les tâches, programmées par la direction, s'enchaînent sans que les ouvriers n'aient besoin de communiquer. La coordination des activités est rendue possible par le système. À un management autoritaire, s'est progressivement substitué à partir des années 70,
un management participatif. En dépit de ces ambiguïtés, Zarifian, 1993, la communication horizontale est réhabilitée pour favoriser la productivité des processus. Pierre Vels, 2000, conforte le constat en écrivant que la qualité des communications horizontales devient le seul contrepoids efficace à la fragilité globale de ces systèmes. Les aptitudes humaines sont dès lors reconnues dans le développement et la maintenance des systèmes organisationnels. C'est ainsi que Pierre Vels et Philippe Zarifian, 1993, ont pu également écrire à propos du taylorisme. Là où primait l'efficience de l'opération prime désormais l'efficience de l'interopération. L'efficience devient interstitielle. Elle est directement liée à la densité des interactions que le taylorisme cherchait à économiser. L'employé devient polyvalent et développe son autonomie. Les modèles fordistes et tayloriens qui ont permis la constitution de grands groupes industriels ont éclaté sous les pressions d'un environnement technique et économique de plus en plus mouvant. Sur une trentaine d'années, l'idéal fonctionnel de l'organisation a alors décliné au profit du nouveau mythe processuel. Pour gagner en réactivité, la communication devient transversale. L'organisation invente de nouvelles formes d'organisation. Des structures matricielles se développent. Des structures de support croisent des structures organisées par produit ou par marché. Des experts sont convoqués pour épauler l'entreprise dans un organigramme staff and lean. L'équipe projet apparaît avant d'être requalifiée en cellule, Gramacha 2003. Elle aura d'ailleurs pour mission de reconfigurer les modes de fonctionnement de l'organisation. En d'autres termes, le projet prépare l'opération de Clerc de Bourse et Navarre 1983, Garel 2003. Et il le fait aussi bien en travaillant sur l'innovation produit qu'en préparant l'innovation organisationnelle et le déploiement de systèmes informatisés. Progiciel de gestion intégrée et organisation, contexte technico-sociétal. Dans la littérature managériale, dans les discours des consultants, la tentation de lier innovation organisationnelle et innovation technologique est fortement présente. Ces types de propos reviennent régulièrement. Ainsi, depuis les années 90, nous avons connu au moins 4 grandes tendances, sans compter leurs déclinaisons. Le déploiement des ERP pour Enterprise Resource Planning ou Progiciel de gestion intégrée (PGI), l'éclosion d'Internet, l'avènement du CRM pour Customer Relationship Management ou gestion de la relation client (GRC), comme celle du Knowledge Management, gestion des connaissances. L'utopie a à chaque fois bien fonctionné, mais si les premières promesses ont eu du mal à être tenues, il n'en demeure pas moins que ces systèmes ont eu et continuent d'avoir un impact important sur les organisations. Pour reprendre des propos de James W. Carey, cités par Lucien Sfez 2004, toutes les valeurs qui ont été prêtées à l'électricité et à la communication électrique jusqu'à l'ordinateur, le câble et la télévision par le satellite, le furent d'abord au télégraphe avec un identique mélange de fantaisie, de propagande et de vérité. Un des intérêts de ces progiciels, nous ne traiterons pas d'Internet, est d'offrir des éléments de structuration à l'entreprise et ainsi favoriser son intégration. Ils imposent des référentiels de données, aident à la transversalisation des services, construisent des représentations communes. Comment ne pas être séduit en tant que manager, a fortiori quand il faut faire évoluer l'organisation, l'adapter aux nouveaux défis commerciaux et humains? En effet, l'informatique traditionnelle a un faible degré d'intégration, bien qu'une couverture opérationnelle élevée. Elle nécessite souvent un temps long de réaction, des redondances, saisies multiples d'une même information rendant nécessaire la multiplication de contrôles onéreux, des applications complexes au développement risqué, un manque de langage commun, progiciel spécifique à un métier, une fonction de l'entreprise et des coûts élevés de maintenance et de mise à jour. Rapidement néanmoins, des discours plus mesurés ont dû être élaborés face aux nombreux échecs subis lors du déploiement des ERP, puis des progiciels de CRM. L'effort à fournir était souvent sous-estimé. Des conflits éclataient donnant lieu à des négociations qui retardaient voire condamnaient un projet, qui n'avait su faire converger la pluralité des intérêts et des enjeux. Chaque avancée d'un projet suppose alors nombre de transactions dont les issues sont incertaines. Les progiciels favorisent-ils alors l'intégration d'une organisation? La réponse ne va pas de soi. De manière plus prudente,
Nous les approcherons plutôt comme des éléments d'un processus de négociation qui alimente la dynamique de l'innovation organisationnelle. Mais avant de nous placer dans une perspective résolument communicationnelle, rappelons ce que sont les ERP et le CRM. Les ERP apparaissent au début des années 90 pour rapidement devenir le centre des systèmes d'information des grandes entreprises, dans un premier temps pour des raisons de coûts de développement et d'installation, puis dans des versions allégées pour les moyennes entreprises. Ils visent le décloisonnement de l'entreprise par une prise en charge globale des processus de gestion de l'entreprise. À une logique verticale métier, on cherche ainsi à substituer une logique transversale qui facilite l'intégration et le partage de l'information. Les logiciels spécialisés par métier ne permettaient pas en effet une construction harmonieuse et de maintenance aisée de la structure informatique. Rex, 2002. L'utilisation intensive de l'informatique dans le domaine de la gestion industrielle a servi de base à la conception des ERP pour s'étendre au reste de l'entreprise. Cette évolution a été favorisée selon Pierre Vels, 2000, par la transformation des critères de compétitivité et par l'évolution technologique. Sur le premier point, en effet, la concurrence accrue exige des entreprises une plus grande réactivité vis-à-vis des clients, qui ne pourra être obtenue que par une réorganisation de l'entreprise en processus interservices. Le développement de cette logique amènera d'ailleurs l'apparition du CRM. Une fois optimisée l'informatique de back-office, que représentent les ERP, pour gagner en compétitivité, les entreprises devront améliorer leur front office, autrement dit leurs relations clients. Les éditeurs développeront alors des logiciels de gestion de la logistique, SCM, Supply Chain Management et de la relation client. Comme le souligne Pierre Vels, le marché remonte sans cesse dans l'organisation de la production, le pilotage par l'aval se généralise. L'intégration est croissante puisque les boucles de rétroaction marché-production se raccourcissent. Inversement, la production s'étend le long des réseaux de distribution jusqu'à certaines formes de coproduction. Avec un ERP, l'entreprise dispose idéalement d'un outil de reporting unique, pratiquement en temps réel, de son activité. En pratique, différents tableaux de bord sont créés en fonction des besoins de l'utilisateur et de l'information dont il a le droit de disposer. L'alimentation en information est bien commune sur des bases de données partagées, mais son accès est restreint en fonction de choix opérationnels et stratégiques. Cela répond à des objectifs de sécurisation de l'information et d'optimisation de la gestion et de la prise de décision. Le métier et le secteur d'activité de l'entreprise sont essentiels dans le choix d'une ERP, car les besoins sont différents. En maîtrisant l'utilisation de l'ERP, l'entreprise est en mesure de réduire au maximum les délais de mise sur le marché de ses produits et de ses services et d'amoindrir ses coûts grâce à une meilleure appréhension de ses process spécifiques. Cependant, les ERP, bien que différenciés selon le secteur ou le métier, restent des logiciels standardisés et au-delà de leur paramétrage, leur déploiement nécessite une profonde réflexion au sein de l'entreprise, stratégie, organisation, ressources humaines. Au préalable, il est donc nécessaire de réviser les processus et les flux de l'entreprise pour les juxtaposer à une approche normative des réseaux informatiques. Et en parallèle à la mise en place d'un ERP, il est primordial, dans une approche managériale, de mener une politique de conduite du changement pour faciliter l'appropriation et les négociations autour du nouveau système. Pour qu'un logiciel soit intégré, il doit, selon Jean-Louis Lequeux 2002, avoir les caractéristiques suivantes. Gestion effective de plusieurs domaines de l'entreprise par des modules intégrés ou des logiciels susceptibles d'assurer une collaboration de processus. Existence d'un référentiel unique, ensemble des références des données et indications nécessaires pour les retrouver sur une base. Adaptation rapide aux règles de fonctionnement, professionnelles, légales ou résultant de l'organisation interne de l'entreprise. Unicité d'administration du sous-système applicatif. Uniformisation des interfaces homme-machine. Existence d'outils de développement ou de personnalisation, de compléments applicatifs. Les contraintes normatives sont extrêmement importantes et imposent une remise à plat de l'organisation, qui peut d'ailleurs nécessiter l'intervention d'une expertise extérieure. C'est un remodelage des flux d'informations, une réévaluation des compétences et des postes, une redéfinition des valeurs qui guident l'organisation. Il faut travailler, affiner le paramétrage,
définir et ou adapter les variables essentielles, en fonction des remontées d'informations après une première utilisation. Ces travaux supposent une forte activité communicationnelle, non seulement dans sa dimension véhiculaire mais également en tant qu'élément structurant de phénomènes sociaux. Communication des organisations, changement, projet et organisation. La notion de communication est polysémique. Les manières d'en aborder l'étude sont tout aussi nombreuses. Cela se retrouve d'ailleurs dans l'interdisciplinarité originelle des sciences de l'information et de la communication, SIC. Les premiers objets de recherche abordés dans les courants fondateurs touchèrent à la communication technologique au travers de l'étude des médias, Sfez, 1991, Matlar et Matlar, 1995, Bougnou, 1998, et à la communication interpersonnelle ou pragmatique, Matlar et Matlar, 1995, Bougnou, 1998. Françoise Bernard, 2003, précise par ailleurs que traditionnellement, les chercheurs en SIC ont plutôt pris appui sur l'interactionnisme et la pragmatique de la communication afin d'étudier, dans une perspective systémique, les relations des collectifs de travail. Elle propose ensuite une cartographie des thématiques des SIC françaises dont nous retiendrons les deux axes qui caractérisent notre travail. Communication de changement et communication de projet. Si la première catégorie porte sur les pratiques, c'est la difficulté de cerner clairement la deuxième qui ouvre considérablement les perspectives interdisciplinaires et en entraîne par conséquent à la fois la richesse et les nombreuses difficultés de traitement et de mise en cohérence théorique. Quel est donc ce concept de communication qui doit fédérer les SIC en général, et la communication organisationnelle en particulier ? C'est par sa mise en contexte que la branche de la communication des organisations a choisi de l'appréhender pour parvenir à affirmer sa spécificité disciplinaire. Cette dernière est somme toute assez récente, Lemoine, 1998, puisque comme le souligne Christian Lemoine, 2000, page 22, il faut en fait attendre le début des années 1990 pour voir se développer des travaux et des publications qui revendiquent fortement le projet de structurer, à côté du champ professionnel, un champ scientifique interdisciplinaire de recherche sur les communications organisationnelles, mais semble toutefois rencontrer un engouement certain auprès des chercheurs français en sciences de l'information et de la communication. Il est particulièrement visible depuis la création du groupe Org-Éco au sein de la SFSIC en 1994, Bouzon et Meyer, 2006. Le concept d'organisation devient donc ici tout aussi important que celui de communication car comme l'écrit Arlette Bouzon, 2004 page 16, cette dernière intervient en permanence dans un espace de connaissances et de pratiques déjà structurées. La communication ne se réduit pas à la transmission d'un message. Elle aide à la construction collective d'objets en actualisant dans un échange les représentations individuelles ou collectives. Ces objets peuvent être des produits, des systèmes techniques, Bouzon 2004. Nous ferons l'hypothèse qu'ils peuvent également être des construits sociaux, organisationnels, élaborés à travers des actes communicationnels qui s'appuient et produisent des objets sociotechniques. Nous nous intéresserons donc ici à une communication structurante, développant une relation réflexive à l'organisation. Dans ce cadre, organisation et communication se construisent mutuellement, sont des réalités émergentes formant un couple indissociable, qui ne peuvent être appréhendées qu'au travers d'une approche interdisciplinaire. Bouzon 2004 page 16. Communication et action. La centralité de l'organisation dans notre travail nous amène à opter pour une approche interdisciplinaire dans la tradition fondatrice des sciences de l'information et de la communication. Nous travaillons non seulement à une théorie de la communication, mais également à une théorie des organisations, largement alimentée par la sociologie et les théories d'action qu'elle propose. Cela pose la question de la réalité de la frontière entre communication et action. Nous venons de voir que le terme de communication peut être très englobant et touche également à la relation d'échange entre plusieurs personnes, qui, si elles veulent la maintenir, doivent déjouer les pièges des divergences de représentation, de projets et d'intérêts. La communication apparaît alors comme une interaction d'une personne avec un monde constitué d'individus, de collectifs, de machines, de systèmes. Elle est donc un outil d'influence, une action, intentionnelle ou pas, sur ce monde.
Elle est performative au sens consacré par la théorie des actes de langage. La communication y paraît déjà comme une action. En effet, dire c'est faire, pour reprendre un titre célèbre de John Austin, 1962. La parole a un pouvoir organisant et renseigne sur la manière dont l'individu intervient dans la communauté des locuteurs qui décident, coopèrent, se font confiance dans des situations de travail marquées par l'incertitude, le risque, la complexité, l'impact d'une crise. Arlette Bouzon 2004, Gramaccia 2008. Et si, selon Bertrand Foré et Gino Gramaccia 2006, l'acte de langage est un élément de la régulation pragmatique des interactions dans le but d'obtenir un compromis, nous le concevons également comme une modalité d'affirmation d'une position transactionnelle. Il participe tout aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture communicationnelle d'un espace dans lequel se négocient les modalités opératoires de l'organisation. Notre approche de la communication est donc à la fois celle d'une praxéologie et celle d'une pragmatique. Nous comprenons ici, à la suite de Gino Gramaccia 2007, ce dernier concept comme la science de l'usage du langage, des signes ou du corps pour la transformation intentionnelle mais surtout réflexive d'une interaction. Mais l'élément d'étude de la pragmatique telle qu'elle vient d'être définie est l'acte de langage. Pour notre part, nous nous concentrerons davantage sur le sens porté par les logiques organisationnelles à l'œuvre sur notre terrain que par l'étude d'énoncés types. Ces logiques et les dynamiques qu'elles impulsent sont, de fait, une conséquence des actes de langage qui ont été tenus. Dans les organisations, l'action, qu'elle soit singulière ou collective, est par conséquent indissociable de la communication. Si nous ne sommes pas à proprement parler dans une pragmatique des actes de langage, nous nous inscrivons ici dans une pragmatique communicationnelle. Et bien que, contrairement à Alex Mucchielli et Claire Noy, 2005 page 38, nous ne soyons pas encore persuadés que la communication ou l'activité orientée vers l'intercompréhension est fondamentalement orientée vers l'entente. La communication est pour nous également une activité de conflit, d'expression des dissensions qui ne se résolvent pas toujours par un consensus mais aussi par des ruptures. Nous les rejoignons lorsqu'ils écrivent que la théorie de L'. Activité communicationnelle est une théorie qui rassemble en un seul agir, les actions et les communications. Techné et praxis, redéfinir les perspectives communicationnelles. Les formes et les conditions de l'articulation des relations entre l'objet technique et l'humain méritent que nous nous interrogions sur les modalités de leurs interactions. Plus concrètement, il est nécessaire d'étudier la manière d'intégrer les propositions logicielles dans l'organisation. Ces dernières sont en effet de plus en plus présentes, mais sont en train de devenir paradoxalement de plus en plus transparentes car 2006. En effet, les outils informatisés tendent à se fondre dans notre environnement à mesure qu'ils intègrent nos structures d'action. Ainsi, la distinction telle que la présente Daniel Bougnou 1998, entre techné, action du sujet sur l'objet, et praxis, action de l'homme sur l'homme, nous semble dépassée. En effet, selon Daniel Bougnou 1998 page 9, le propre de la relation pragmatique est d'être aléatoire. L'incertitude communicationnelle serait spécifique aux échanges humains. Il nous explique que le résultat de l'action de l'homme sur la machine est au contraire certain, puisqu'on voit qu'un des critères de reconnaissance de ces actions réside dans leur échec toujours possible. Bougnou 1998 page 9. Pour notre part, nous constatons que les technologies d'information et de communication sont omniprésentes et qu'elles ont divers degrés d'intégration dans les processus praxéologiques et communicationnels. Les TIC sont des intermédiaires dans les relations entre acteurs. Les différentes capacités d'appréhension qu'en ont les acteurs rendent les résultats de leurs interactions incertains. Les TIC participent en effet de l'action du sujet sur le sujet, ce qui pose la question de la frontière et éventuellement, de la réflexivité entre le sujet et l'objet. Nous croyons qu'il est nécessaire de repenser la place des objets techniques et communicationnels dans les dynamiques organisationnelles, qui comprennent celle du changement organisationnel. Système d'information, un objet socio-technique. Si la notion de système d'information peut apparaître confuse, Guyot, Lemoine, Saint-Laurent-Kogan 2004, pp. 3 à 9, elle veut ici renvoyer dans un premier temps au mythe déterministe des logiciels et des progiciels de gestion intégrés, PGI,
dont les capacités structurantes font régulièrement croire dans l'univers managérial et parfois même scientifique, qu'ils sont la panacée contre la crainte des entropies et des irrationalités organisationnelles. Cela a d'ailleurs été encore rappelé dès les propos introductifs du colloque international en sciences de l'information et de la communication tenu à l'Université de Rennes en décembre 2006. Le Moen et Launeux, 2006 page 13. Les TIC stimulent les imaginaires et les utopies des réseaux, de l'autonomie au travail et hors travail, de la connexion universelle et de la coordination harmonieuse, de la société de la connaissance partagée et de l'accès généralisé. Mais un système d'information n'est pas constitué que d'éléments physiques ou de software. Il comprend également des humains, des dispositifs cognitifs. Il peut même souffrir de problèmes affectifs véhiculés par l'humain. C'est un objet socio-technique. Le flou s'étend. Nous travaillerons à l'atténuer en définissant dans cette thèse, entre autres, la place et les propriétés des systèmes d'information dans les processus de l'innovation organisationnelle. La variété sémantique de l'expression système d'information ne doit pas pour autant inquiéter le chercheur dont le terrain s'ancre dans les organisations. Cette richesse de sens participe au contraire de la nécessaire montée en généralité que visent les sciences humaines et sociales. Mais pour conserver une efficacité heuristique, il revient au chercheur d'établir les conditions d'interprétation des théories qu'il propose. Son objectif et celui du manager peuvent rapidement diverger. Si le premier cherche à enrichir, à approfondir la compréhension d'un phénomène, le second tend plutôt vers une efficacité opérationnelle. Il veut pouvoir disposer d'une instrumentation normative qui lui permette d'appréhender rapidement les situations, pour y apporter une réponse satisfaisante. Se pose alors la question de la demande sociale et de son impact sur la recherche, qui a pu par exemple être posée lors du 15e Congrès des sciences de l'information et de la communication organisé par la SFSIC en 2006, ainsi que celle de l'articulation entre les différents niveaux de conceptualisation et d'action. Vers des transactions communicationnelles. La communication, dans une optique managériale, est souvent considérée comme un simple outil, une conceptualisation floue de la médiatisation des échanges humains. La communication dans les groupes finalisés est pourtant un processus complexe dans lequel la signification des messages est une construction collective culturellement marquée. Bouzon et Meyer, 2006. Notre approche de la communication organisationnelle s'appuie également sur une pragmatique héritée de la théorie des actes de langage, où la parole devient engagement et action. La communication est donc constitutive de l'organisation car elle s'appuie et établit réflexivement un contexte qui facilite les échanges des acteurs. En d'autres termes, comme l'écrit Weck, 1979, les organisations définies comme des systèmes d'interprétation finissent par être ce qu'elles disent. Cette approche de la communication favorise des démarches compréhensives et des épistémologies interprétatives. Comment rendre alors compte des relations entre individus influencés par des jeux de pouvoir, sans pour autant conserver l'illusion d'une liberté et d'une égalité dans les termes de l'échange? Quel phénomène social nous permettrait de réunir symboliquement à la fois les caractéristiques du stratège, de la domination, des finalités téléologiques? Chercher à imposer ces conditions, accepter des compromis, se soumettre. Les notions de jeu et de rôle en rendent bien évidemment compte, mais elles sont déjà fortement marquées. Si l'acteur est souvent en négociation, il est également souvent contraint à l'acceptation. Il peut aussi bien contribuer activement à la formation du contrat social qui sert de base à la structuration de l'organisation, comme y adhérer, s'y soumettre passivement. L'échange marchand recouvre ces phénomènes. La notion de transaction nous semble donc suffisamment appropriée. Le concept de transaction sociale en particulier a déjà connu des développements, notamment en sociologie. Il vient compléter l'approche interactionniste de l'école de Chicago. Anselm Strauss, 1978, en fait même le fondement de l'ordre social. À la même époque, Jean Rémy, Liliane Voyer et Émile Servet, 1978-1981, cherchent à imposer la transaction sociale comme nouveau paradigme. C'est une nouvelle façon d'analyser les conflits sociaux et la dialectique des rapports de force. Mais cette approche peine à prendre, Blanc, 1992. Pourtant,
Ce concept permet de rendre compte à la fois de la force structurante des relations sociales et de la marge de manœuvre, d'une certaine liberté qui subsiste entre les acteurs pour orienter leur action. Nous proposerons donc ici une revue critique du concept de transaction sociale et son adaptation à la communication des organisations, comme concept rendant compte des interactions entre acteurs et par conséquent des relations de pouvoir, de leur capacité d'évolution, dans une approche interprétative. Genèse d'un courant francophone de la transaction sociale. Le principal courant francophone contemporain de la transaction sociale s'appuie sur les 2 tomes de Produire ou reproduire 1978-1980 et prend forme à travers les préoccupations des sociologues de l'AISLF qui cherchent une voie entre le constructivisme social de Berger et Luckmann, le structuralisme de Bourdieu et la sociologie des mouvements sociaux de Touraine. Chez Berger et Luckmann, ils s'intéresseront à sa perspective génétique. Rémy, Voyer et Sperluette-Servet, 1978, page 12. Ils en retiendront que la société ne peut être comprise qu'à travers son histoire. Les aspirations nouvelles des personnes s'appuient sur, se généralisent et s'objectivent grâce aux expressions culturelles préexistantes. Cela favorise ainsi une approche par séquence génétique, que nous rapprocherions d'une perspective processuelle. Il 1978, page 12. Regrette néanmoins que cette approche soit peu sensible aux inégalités produites au travers de l'orientation culturelle qui s'impose aux effets de domination qui peuvent en résulter pour certains groupes sociaux. Il retrouve chez Touraine, 1965-1973, la dialectique qui leur manquait entre orientation culturelle et domination sociale. Pour celui-ci, ce sont les mouvements sociaux qui, en s'opposant à l'ordre établi, permettent l'émergence de nouvelles formes sociales, le mouvement ouvrier depuis le XIXe siècle contre le capitalisme, le féminisme contre la société patriarcale, l'écologie contre le productivisme pour un développement durable. Mais Rémy et Al reprochent à Touraine de ne pas suffisamment tenir en compte la dynamique sociale, d'être en somme trop concentrés sur les aspects structurels. Chez Bourdieu, ils apprécient alors la tentative d'articulation entre la structure et le sujet. Celui-ci s'intéresse aux mécaniques sociales qui permettent la reproduction, 1971, selon le titre de l'un de ses ouvrages phares et l'évolution des structures sociales qui favorisent toutefois le maintien des inégalités. Selon Rémy et Al, Bourdieu parvient à établir les liaisons entre le social, le culturel et le système de personnalité. Il articule ainsi l'individuel, le collectif et la structure. Mais il regrette que Bourdieu ne travaille que sur des temporalités de court terme et ne sache expliquer suffisamment les transformations globales de la société. Les 2 tomes de Produire ou reproduire deviendront la base des discussions autour du concept des transactions sociales. Elles prendront forme à travers des ouvrages collectifs coordonnés par Maurice Blanc, Blanc et Al, 1992, 1994, 1998. Ce sera également l'occasion de reconnaître l'importance de l'apport de la sociologie des organisations, impulsée par Crozier. Crozier et Friedberg, 1977, cherchent en effet à dépasser la question du déterminisme social qu'impose la question de la production ou reproduction de la société en se concentrant sur la marge de manœuvre de l'acteur dans le système. Leur acteur est influencé par l'individualisme méthodologique de Boudon, 1973, 1977, 1979, 1984, et par la théorie de la rationalité limitée de Simon, 1972. L'acteur occupe une place importante dans la société et agit stratégiquement en fonction de l'information qu'il maîtrise. Enfermé dans des luttes de pouvoir, l'acteur crozierien s'impose ou est soumis. Crozier et Friedberg seront néanmoins critiqués pour leur approche très utilitariste de l'individu et une trop grande valorisation de l'acteur au détriment des contingences structurelles. Finalement, nous pouvons constater que le concept de transaction se conçoit dans la volonté d'articuler les interactions entre contingences structurelles, intentionnalité individuelle et le rapport à la dynamique sociale, non seulement dans une optique de stabilité, reproduction, mais également dans une perspective de changement. C'est sur ce dernier point que ce concept gagne pour nous son intérêt. Transaction, sens commun et approche sociologique. Comme le laisse entendre son étymologie, une transaction amène les acteurs vers une situation nouvelle. Ainsi,
En droit, une transaction est un contrat par lequel les co-contractants anticipent ou finalisent le règlement d'un litige en renonçant à une partie de leurs prétentions, en faisant un compromis. Une solution plus rapide que la voie judiciaire est trouvée à la satisfaction des parties. En économie, une transaction est un échange. Mais il faudra attendre l'approche institutionnelle pour que l'économie prenne en compte les coûts reliés à la transaction. Williamson, 1975. La transaction sociale se construit donc sur ces deux concepts des univers juridiques et économiques. Blanc revient sans cesse sur ces définitions à travers ses articles et interventions. La transaction sociale marque à la fois la notion de résolution de conflits en fonction de valeur et de légitimité, tout en gardant en partie une dimension utilitariste liée à l'enjeu sur lequel elle porte. Selon Blanc 2007, le concept de transaction sociale permet de dépasser l'opposition entre production et reproduction de manière plus satisfaisante, en prenant en compte des rationalités véritablement différentes basées sur l'honneur, le respect, la confiance ou la solidarité, etc. Sans le rejoindre pour autant dans cette perception très positive de l'individu dans la société ou les organisations, et bien que la définition courante de la transaction prenne son origine essentiellement dans les champs juridiques et économiques, il reste intéressant de comprendre que le concept sociologique permet quant à lui, de retenir comme intentionnalité et motif d'action un ensemble plus large de motivations que celles seules découlant d'une rationalité utilitariste. Étonnamment, si la transaction sociale telle que conçue par Rémy et al. Est pensée pour rendre compte de la dynamique sociale et du changement, Blanc la conçoit comme un élément pacificateur fort puisqu'il lui reconnaît un caractère résolutoire aussi important que celui de la transaction juridique. En droit français, tout du moins, une transaction juridique est en effet définitive alors qu'un jugement, autre modalité juridique de résolution des conflits, peut être appelé ou cassé. Deux points nous écartent par conséquent ici de l'interprétation de ce concept que diffuse Blanc, 2007, dernièrement. Pour lui, la transaction sociale ne peut exister lorsque les rapports de force prédominent, car il considère qu'il n'y aurait plus de communication possible. Nous postulons au contraire que les rapports de force peuvent faire partie intégrante de la dynamique communicationnelle. Une partie peut être en mesure d'imposer ses prétentions en minimisant, voire ignorant les prétentions tierces. En suivant la métaphore juridique, ce principe se réalise sous la forme du contrat d'adhésion où l'une des parties propose des clauses. Le tiers ne peut donc que rejeter en bloc le contrat ou y adhérer pleinement sans modification. Concevoir la transaction sociale comme un élément de stabilisation définitive des relations entre les acteurs, c'est entamer fortement ses capacités heuristiques en tant qu'élément explicatif du changement ou, du moins, favoriser à nouveau l'approche de reproduction que Rémy et al. Critiquaient chez Bourdieu. La transaction ne doit donc pas être conçue comme une action de résolution définitive des conflits, mais comme un processus de remise en cause des positions initiales, un processus de négociation. La transaction peut alors se présenter comme le flux dans lequel évolue la relation, éventuellement conflictuelle, entre acteurs étant entendu que les acteurs sont enchâssés dans un contexte aussi bien spatial, la structure organisationnelle que temporelle, leur histoire commune. Une théorie des transactions communicationnelles symboliques. Pendant les années 2000, Manuel Zaclade, aujourd'hui professeur titulaire de la chaire d'expression et culture au travail du CNAM, développe une théorie des transactions dans le domaine des communications. Après avoir proposé une théorie des transactions intellectuelles, Zaclade, 2000, pour rendre compte des relations interindividuelles médiatisées par le langage permettant de créer des significations réduisant l'incertitude mutuelle des acteurs engagés dans des actions communes, il élabore une théorie des transactions communicationnelles symboliques. Il va chercher le terme de transaction en psychologie de la communication, en reprenant une définition de Chabrol et Bromberg, 1999, définissant les processus communicationnels dans une optique transactionnelle où les actes de parole deviennent des interactes de parole et où chacun est pris dans un système de règles et de devoirs. Pour Zaclade, 2005-2008, les transactions communicationnelles symboliques sont un espace de co-construction du sens et des représentations où l'interlocuteur contribue par ses interprétations et contre-propositions à influencer en permanence les finalités du locuteur. Ou encore,
Une transaction communicationnelle est une transaction coopérative dans laquelle les artefacts coproduits par les transactants ont une dominante sémiotique. Il construit progressivement sa conception de la transaction par une approche cognitive et sociale qu'il développe en étudiant des projets de CSCW, Computer Supported Collaborative Work. Bien qu'il ne cite pas la sociologie de la vie quotidienne de Rémy, Voyer et Servet ou les auteurs réunis autour de Maurice Blanc, la notion de coopération est centrale chez Zaclade. C'est ainsi qu'il définit ces transactions communicationnelles symboliques, comme des interactions entre self cognitivement interdépendants médiatisées par des productions sémiotiques, leur permettant de créer de nouvelles significations visant à réduire leur incertitude mutuelle dans la poursuite ultérieure de leur projet. La transaction se réalise par un échange réciproque de connaissances et d'engagements permettant de partager des représentations, attitudes ou affects communs facilitant la poursuite de l'action collective quel que soit le degré de similarité de leurs intérêts personnels. Zaclade, 2005, les transactions de Zaclade cherchent à permettre l'analyse de processus collaboratifs. Ces selfs sont des réalisateurs ou des bénéficiaires d'une production sémiotique qu'ils élaborent en fonction des paramètres de la situation transactionnelle. La notion de conflit y semble atténuée. En tout cas, la dimension stratégique qu'il peut y avoir dans les conflits est écartée au profit d'une approche en termes de coordination. Il faut peut-être y voir une conséquence possible d'une approche en fonction héritée du structuro-fonctionnalisme de Parsons. Les selfs seraient donc ici soumis à un impératif de coopération. Ils chercheraient à stabiliser un contour du self collectif pour aligner identité et intérêt. L'intégration est donc ici une volonté d'alignement, et non pas un rempart contre l'éclatement organisationnel. L'instabilité n'est pas ici un élément de la dynamique organisationnelle, mais une condition nécessaire à la production d'innovation, de production sémiotique dans une communauté d'action, définie par l'auteur comme des types de collectifs restreints, qui tout en poursuivant activement et donc, dans une certaine mesure rationnellement des projets explicites s'appuient sur un tissu de relations sociales étroites favorisant la sympathie mutuelle et apprentissage mimétique censé caractériser les groupes primaires et les communautés de pratique. Zaclade, 2003, page 149. Les finalités, pour ne pas dire la finalité, poursuivies par les selfs, sont ici en fait assez convergentes pour ne pas faire l'objet de jeux stratégiques essentiels à l'obtention d'un gain transactionnel. Nous sommes ici finalement dans un univers de coopération, ce qui correspond bien au cadre que s'est donné l'auteur, Zaclade 2008, mais qui ne correspond pas au type de terrain que nous abordons dans cet ouvrage. Transactions communicationnelles, stratégie et articulation des relations de pouvoir. Les réalités organisationnelles que nous avons étudiées ne se caractérisent pas par des modalités de coopération sincères. Pour Blanc comme pour Zaclade, la transaction se fait dans un cadre coopératif. Dans leurs approches, il existe un certain équilibre dans la mise en relation des actions. Il semble s'interdire, notamment Blanc, l'analyse de situations où l'un des acteurs serait en mesure d'imposer sans concession aucune sa volonté aux parties tierces. L'approche transactionnelle, prolongée par la notion de contrat, ne pourrait donc s'appliquer aux situations où l'un des acteurs jouit d'une position léonine. Pourtant, le concept de contrat d'adhésion permet d'illustrer la situation dans laquelle l'une des parties va imposer, sans possibilité de modification, le contenu contractuel à l'autre. Ce type de pratique est pourtant réglementé, du moins en droit français. Les clauses léonines ou abusives peuvent être réputées nulles et les contrats d'adhésion sont eux aussi strictement encadrés. Mais sans trop chercher à nous enferrer dans la métaphore juridique, nous tenons avant tout à souligner l'existence de régulations préexistantes qui limitent et orientent la capacité de négociation des parties quelle que soit leur position stratégique. La transaction se fait en contexte. En suivant Strauss, nous pouvons dire qu'elle est spatio-temporellement inscrite et peut subir des modifications en fonction de l'évolution de l'organisation et de ses acteurs. Elle peut donc servir aussi bien pour les activités de coopération que pour celles plus conflictuelles, où les approches stratégiques ont une meilleure capacité heuristique. La dimension stratégique est souvent présente dans les interactions entre acteurs et dans la mobilisation des actants. En ce sens, nous prenons acte de l'héritage croziérien. Nous nous en démarquons néanmoins,
car il nous apparaît important de tenir compte de la normativité structurelle des organisations. La liberté et la capacité d'action de l'acteur ne peuvent être définies que par sa capacité à maîtriser des zones d'incertitude. Elles sont également bornées par ce que Giddens 1987 appelle la dualité du structurel. Les structures sociales sont une co-construction intériorisée des agents qui interagit réflexivement avec les systèmes sociaux extérieurs aux agents. La métaphore de la transaction permet de reprendre ces points. Elle permet de tenir à la fois compte de l'intentionnalité des acteurs, des contingences contextuelles, influences internes ou externes qui ont un effet sur le comportement des acteurs, dans lesquels ils évoluent ainsi que des contraintes structurelles, les normes ou régulations de contrôle dans le vocabulaire de Jean-Daniel Reynaud. Que veulent-ils obtenir? Dans quelle mesure sont-ils en position d'exiger ou d'obtenir ce qu'ils souhaitent? Quelles règles doivent-ils respecter? La transaction favorise naturellement une approche régulationniste, puisqu'elle permet la production de règles qui vont encadrer et orienter l'action individuelle et collective. Elle permet également d'ouvrir sur une approche communicationnelle à la fois sur un plan symbolique. Les acteurs s'accordent sur des représentations et des productions sémiotiques, et sur un plan praxéologique, la communication engage les parties à agir. Ces deux dernières dimensions sont déjà présentes dans la proposition de Zaklad. Néanmoins, nous voudrions insister sur la nécessité de lier les productions communicationnelles et les productions régulationnistes. Ce sont en effet les représentations produites dans l'échange discursif qui vont permettre la stabilisation de règles structurelles qui, à leur tour, dans une relation réflexive, vont donner un cadre aux transactions symboliques. Cette approche est d'ailleurs similaire à celle proposée par Taylor, 1993, dans son modèle de conversation texte. La règle ou le texte ne sont plus alors les seuls fondements du pouvoir. Déjà chez Crozier et Friedberg, avait du pouvoir celui qui maîtrisait les zones d'incertitude, en somme celui qui avait la capacité d'agir. Dans la perspective des transactions communicationnelles, a du pouvoir celui qui est capable d'imposer son discours, sa représentation de l'action à développer dans l'organisation. Sa proposition fait sens dans le contexte organisationnel et porte auprès de ses interlocuteurs qui ne parviennent pleinement ou en partie à le contredire. Il donne un sens au contrat d'action organisationnel qui engage les parties. La transaction communicationnelle est donc le processus d'interaction entre acteurs collectivement soumis à une téléologie organisationnelle vers laquelle ils doivent tendre collectivement, en faisant valoir la supériorité des options d'action qu'ils proposent. Clé de lecture. Le cas qui nous permet d'illustrer nos propos est difficile. Il empêche une narration simple et linéaire. Il interdit toute démonstration définitive, si cela se pouvait. Les ruptures de logique dans les projets de re-engineering organisationnel dont nous avons été le témoin rendent impossible toute affirmation péremptoire et définitive qui permettrait de valider, ou même d'invalider, les propositions théoriques que nous avons induites de nos observations. Nous ne rendrons pas compte ici de victoires éclatantes, suite à des stratégies d'innovation imparables. Et c'est peut-être mieux ainsi car nous ne visons pas la présentation de nouvelles best practices illusoires. Nous ne cherchons pas non plus à pointer les erreurs stratégiques, puis à suggérer les solutions adéquates. Nous visons plutôt à analyser les interactions à l'œuvre, pour produire une nouvelle modélisation du projet de changement organisationnel, en tenant compte de l'inévitable présence aujourd'hui de systèmes d'information s'appuyant sur des structures logicielles. Notre activité dans l'organisation nous a permis de développer une réflexion continuellement alimentée par la littérature scientifique. En effet, malgré ou grâce à la diversité des orientations organisationnelles qui ont parcouru notre terrain, les oppositions stratégiques sont suffisamment parlantes pour permettre la nécessaire relation réflexive entre production théorique et terrain empirique. Nous avons donc choisi de faire dans une première partie une présentation générale des principaux projets auxquels nous avons été associés, et de poser la grille épistémologique et méthodologique à travers laquelle nous avons élaboré notre recherche. Cela permettra au lecteur, nous l'espérons, de mieux saisir l'intérêt de notre démarche. Nous reprendrons ponctuellement par la suite des éléments pertinents de notre cas, pour illustrer nos propos et expliciter notre construction théorique.
L'aspect épistémologique et méthodologique nous semble d'autant plus important que le champ français de la communication organisationnelle ne cesse de s'interroger sur les conditions de sa production et de son insertion dans le terrain. Le Moen, 1998, Delcambre, 2000, Bouzon-Esperluette-Meyer, 2006. Dans une deuxième partie, nous présenterons ce que nous considérons être les principales thèses macro-théoriques de structuration de la société, l'organisation, l'entreprise en étant des expressions. Nous soulignerons les éléments qui nous intéressent, ainsi que ceux que nous considérons comme méritant une révision. Nous ferons également le lien avec les approches de la communication qui y sont proposées, et la nôtre. Enfin, dans une dernière partie, nous introduirons les dynamiques et les éléments conceptuels que nous avons mis en évidence par l'interprétation de notre terrain. Nous espérons ainsi répondre aux quelques interrogations suivantes. Quels sont les cadres de négociation entre les différents acteurs ? Quelles sont les relations entre les acteurs et les systèmes d'information dans un projet de changement organisationnel ? Comment le projet d'innovation organisationnelle s'équilibre-t-il par le jeu des relations entre acteurs et actants ? Autant de questions qui nous ont guidés dans la construction d'une proposition heuristique. Une approche ETHNOMETHODOL-OGIQUE. Le cas distillerie. L'entreprise sur laquelle notre étude a porté est un acteur de l'industrie des vins et spiritueux en France. Entreprise plus que centenaire, elle passe entre le XXe et le XXIe siècle du statut d'une entreprise familiale à haute valeur symbolique à une organisation où les racines historiques sont taillées au profit de politiques financières plus englobantes. L'information que le lecteur retrouvera ici est pour l'essentiel issue d'articles de la presse française publiés entre 1997 et 2007. Ils sont en effet suffisants pour rendre compte de la crise et des jeux de pouvoir qui accompagnent la réorganisation et de multiples cessions-acquisitions de filiales, d'entreprises tierces et même de distilleries. Transition et gestion de crise, 1999 à 2007. Distillerie connaît une crise financière et commerciale sans précédent pour l'entreprise qui va exclure les familles fondatrices de l'actionnariat du groupe. Ainsi, en 1998, une révolution interne éclate et porte pour la première fois une personne extérieure à la famille aux commandes de la firme. En 1999, cette dernière n'arrive pas à se dépêtrer de cette situation. La structure de l'entreprise familiale, le système et les méthodes de management sont remises en cause. 3 années de résultats déficitaires s'annoncent. En 2000, l'entreprise devient la propriété d'un groupe financier. Une première révolution. En 1998, Distillerie connaît ses derniers instants d'entreprise familiale. Les difficultés commerciales et financières exacerbent les dissensions familiales quant à la conduite des affaires. Plusieurs mois durant, les actionnaires familiaux s'affrontent avec le PDG dans les différentes assemblées des entités constituant le groupe Distillerie. La famille se montre en effet critique avec les méthodes de gestion mises en place. Le PDG, frappé par la limite d'âge, finit par être écarté de ses fonctions. Il est d'ailleurs remplacé, en avril 1998, à la présidence de la firme par la toute première personnalité extérieure à la famille à occuper ce poste. Le nouveau PDG remanie alors largement l'équipe de direction. Il écarte même les 2 membres de la famille qui en faisaient encore partie. Dès lors, plus aucun héritier n'occupe de fonction de direction. 2 postes sont pourvus par promotion interne, mais pour le reste, il fait appel à des compétences extérieures parfois parmi des entreprises du même secteur industriel, voire des concurrents directs. Le premier volet du redressement de Distillerie s'appuie avant tout sur la réorganisation de l'outil industriel. Il est repensé et concentré afin de réaliser des économies, ce qui entraîne des licenciements, comme cela avait d'ailleurs déjà été le cas notamment lors du rachat d'une entreprise de spiritueux Étoile en 1995 ou encore lors de la cession de différentes filiales. Mais ces transformations ne se font pas sans heurts, comme le montre la difficile et coûteuse gestion de fermeture d'usines, ou encore les procès intentés par des cadres dirigeants auprès des instances prud'homales, sans évoquer plus en détail les suites rocambolesques de la séparation d'avec le dernier PDG issu de la famille. La famille lâche prise.
Distillerie vend des actifs, ferme des filiales pour éponger ses dettes mais elle ne parvient pas à redresser la situation. Le groupe obtient dans les premiers mois de 1999 un rééchelonnement de la dette bancaire et la transformation en obligations convertibles du groupe des actions détenues par les nombreux établissements financiers minoritaires au sein du capital. Mais le poids de la dette est toujours trop important. De nouvelles négociations financières sont ouvertes. En avril de la même année, après de longues tractations, Distillerie parvient à un accord avec ses créanciers. Ces derniers allègent la dette et renforcent la trésorerie, en échange de la conversion en actions des créances qu'ils détenaient. Ils vont alors entrer en possession de plus de 50% du capital de Distillerie. La famille, à travers des montages juridico-financiers, conserve encore, bien que pour peu de temps, la majorité des droits de vote. La prise de pouvoir par une société d'investissement. En mai 2000, une société de capital investissement cherche à prendre le contrôle de Distillerie par une OPA. L'opération est un succès pour l'investisseur, puisqu'il parvient à récupérer au terme de l'opération la large majorité du capital et des droits de vote. Le nouveau propriétaire du groupe met alors progressivement en place une nouvelle direction. Commence une valse des dirigeants avant de connaître une brève stabilisation en 2002 avec M. Savane, un PDG issu de la grande distribution et de l'industrie viticole. Cette nouvelle équipe dirigeante se veut plus offensive. Si des avoirs considérés comme non stratégiques sont encore cédés, filiales, actifs immobiliers, c'est pour améliorer la capacité de l'entreprise à mener une politique de croissance externe en visant à la fois la complémentarité et le renforcement de chacun des principaux pôles d'activité de l'entreprise. Plus tard, le rachat de Pierre Benoît 2005 montre la volonté d'atteindre une taille critique et une réelle dimension européenne face à des concurrents plus imposants. La transaction entraîne quelques dégâts sur le plan social, avec quelques licenciements et des départs aidés. Distillerie se porte pourtant bien, et annonce en 2005 un chiffre d'affaires important. Ces rachats sont un signe supplémentaire du dynamisme retrouvé après une période difficile d'une dizaine d'années. D'une entreprise sauvée de justesse de la faillite, la stratégie menée par M. Savane et l'équipe de management a contribué à faire du groupe un acteur dominant dans le marché des vins et spiritueux en France, et la mise en route pour acquérir une dimension réellement européenne voire internationale. Il est intéressant de rappeler que Distillerie avait réalisé en 1995 l'acquisition d'Étoile. Le rachat de cette importante société a eu des conséquences organisationnelles, structurelles et humaines, tout aussi importantes que celui de Pierre Benoît. Les traces d'Étoile sont encore très présentes dans l'entreprise et l'esprit des employés. Jusqu'à l'arrivée du personnel issu de Pierre Benoît, les personnes se définissaient encore comme des anciens Étoiles. Ce phénomène semble avoir perdu de sa force au profit des ex-Pierre B. Le retour vers une logique industrielle ? En 2005, M. Savane est convaincu que la société de capital investissement ne va pas tarder à vendre Distillerie pour retirer les bénéfices de son investissement. Il se met alors en quête d'un nouveau partenaire, préférant anticiper et pouvoir ainsi choisir son nouvel interlocuteur. Distillerie est redevenue une entreprise bénéficiaire. Sortie de la situation de crise et dans ce contexte de recherche d'un nouvel actionnaire, la priorité n'est plus tant à la réorganisation qu'à l'embellissement des comptes de la société. Sur le plan commercial, la stratégie met davantage l'accent sur la conquête des volumes auprès de la grande distribution. Le directeur commercial en place, M. Michel, n'est pas considéré comme étant assez agressif commercialement. Le savoir-faire de l'ancien directeur commercial de Pierre Benoît, M. Drago, correspond davantage à cette nouvelle orientation. Dans un premier temps, ce dernier se voit donc attribuer la responsabilité des relations commerciales de terrain sous les ordres du premier, qui s'occupe davantage des questions d'organisation. Étrangement, malgré ce lien de subordination, les deux hommes portent toujours le même titre de directeur commercial. La confusion s'installe peu à peu dans l'esprit des membres du personnel. Et les subtiles répartitions de rôles entre ces deux hommes ne tiennent pas face aux impératifs stratégiques et aux ambitions individuelles. M. Savane tranche en faveur de l'homme de terrain au détriment de l'organisateur et analyste. M. Drago prend seul la direction commerciale de l'entreprise et remplit sa mission.
En 2006, le groupe Distillerie a recouvré sa santé financière et les faveurs de la grande distribution. L'entreprise a de quoi attiser les convoitises des repreneurs et finit par séduire le groupe Tourelle. Ce groupe est spécialisé dans la distribution des alcools blancs en Europe de l'Est. Il cherchait à se diversifier, tant au niveau de son activité qu'au plan géographique. Il s'avérera que sa stratégie est d'acquérir et de développer des réseaux de distribution. Après avoir racheté les parts de la société de capital investissement, Tourelle lance une OPA sur les actionnaires minoritaires. L'opération donne alors naissance à un groupe réalisant dans les 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette acquisition est une opération finalement plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. En effet, Tourelle est adossé pour près d'un quart du capital à un groupe d'investissement tiers. À terme, ce groupe, aux investissements variés, ambitionne d'intégrer le top 10 mondial des vins et spiritueux. À cet effet, il détient déjà des produits et des réseaux de distribution multicanaux intéressants. Distillerie, par le biais de Tourelle, fait aujourd'hui partie de cette stratégie. Le changement d'actionnaire a fait de Distillerie non plus une maison mère où se prenaient les décisions stratégiques, mais une simple filiale. Pour asseoir leur contrôle, les nouveaux actionnaires ont investi les organes de direction de l'entreprise et nommé un nouveau PDG, au détriment donc de M. Savane, M. Lenoble, ancien président d'une importante entreprise française de vins et spiritueux. Si dans un premier temps, la nouvelle équipe a tenu à démentir les bruits de démantèlement, des maladresses dans la communication ont rapidement fait émerger des divergences entre les actionnaires. M. Lenoble en fait les frais et est limogé 6 mois plus tard. Il est remplacé par M. Grain, homme de Tourelle, ancien de chez Étoile. Les ruptures dans les choix stratégiques remettent en cause le système de distribution internationale de Distillerie. La direction commerciale internationale, auparavant sous l'autorité de M. Édouard, est attribuée à une nouvelle directrice recrutée à l'extérieur. Tourelle continue d'asseoir son emprise sur Distillerie et des dissensions sur les modes de fonctionnement aboutissent en avril 2007 à la mise à l'écart définitive de M. Édouard au profit de M. Drago, qui cumule dès lors les fonctions de directeur commercial France et directeur marketing international. Une réorganisation du marketing s'ensuit. On y constate la montée en puissance du personnel originaire de Pierre Benoît, au détriment de ceux de Distillerie. La force commerciale d'Étoile avait en son temps supplanté celle de l'entreprise qui l'absorbait. Aujourd'hui, dans un contexte certes différent, Pierre Benoît a reproduit le même phénomène en s'appropriant également la fonction marketing. Au cœur d'un litige entre des actionnaires qui n'ont plus aucun lien avec l'histoire familiale d'origine et de lutte interne incessante, Distillerie voit aujourd'hui, encore plus qu'hier, son destin lui échapper. D'entreprise mue par une finalité propre, elle est devenue un simple élément stratégique d'organisation qui la dépasse. Projet SI et réorganisation, 2004 à 2007. Constat et impératif de réorganisation. Comme cela a été présenté précédemment, Distillerie est une société qui est passée près de la faillite. Cela a été certes dû en grande partie à des problèmes de gestion financière, mais les raisons étaient également organisationnelles. Si l'entreprise a des points forts, des forces, la nature de mon questionnement m'amène à m'intéresser davantage à ses faiblesses. En effet, ce sont plutôt celles-ci qui sont l'enjeu des dynamiques de changement organisationnel étudiées. Un manque de communication transversale. Des initiatives de réorganisation ont bien entendu été prises avant 2004. Un ERP a été déployé en 2001, mais contrairement à ce que laisse entendre la mythologie managériale, cela n'a pas été la solution ultime. L'idéal organisationnel de coopération que véhicule ce type d'outil a été suivi d'effets limités. Les constats généraux que je dresse ici correspondent à ma période d'observation et d'action dans l'entreprise, de 2004 à 2007. Elles font écho aux ressentis des acteurs, avec lesquels j'ai eu des entretiens, comme aux audits menés lors de leur prise de fonction par le directeur commercial, M. Michel et la responsable du développement commercial. Bien que l'ERP exige une transversalisation des flux d'informations et de travail, il a été aisé de constater des ruptures dans les processus collaboratifs entre les différentes directions,
voire entre les différents services d'une même direction. Ainsi, le directeur commercial explique : je me suis rendu compte que tous les systèmes d'information ne tournaient pas. On était encore en culture papier. On travaillait en silo. Chacun travaillait dans son coin pour son propre compte. J'ai pour ma part constaté concrètement ces dysfonctionnements à différents niveaux. Ainsi, la fixation des quotas de produits vendus à des tarifs promotionnels dans le circuit de la grande distribution suppose une coopération entre des services du contrôle de gestion et du marketing avec le commercial. En 2003, ce travail était de la responsabilité de catégorie manager qui devait fournir une évaluation des volumes attribués à chaque enseigne. Lors d'un audit, j'essayais de déterminer les modes de calcul adoptés. J'ai pu ainsi entendre des discours sur les méthodes rationnelles qui se soldaient par une reconnaissance du caractère aléatoire des estimations fournies. Des opérations pouvaient être appréciées par les distributeurs au point que les volumes prévus ont été dépassés de plus du double, comme d'autres méprisés et ne pas atteindre 10% du quota attribué. Un des meilleurs moyens pour obtenir un résultat cohérent avec la demande était de pré-négocier avec l'acheteur de l'enseigne, lorsque c'était possible, c'est-à-dire quand l'interlocuteur était suffisamment identifié. Les discours justificatifs exposaient respectivement la pression économique et commerciale des enseignes et la difficulté d'obtenir des objectifs généraux de la part du marketing comme des statistiques de la part du contrôle de gestion. L'information existe pourtant en partie. Mais elle n'est pas valorisée. Les logiques internes de chaque service ne sont qu'insuffisamment dépassées au détriment de la coordination globale. Projet, système d'information et progiciel. Distillerie est confrontée à plusieurs défis. Comment maintenir son activité tout en réorganisant ses processus et sa structure? Elle adopte alors des modes projet pour mener l'ensemble de ses activités de front. La plupart des directions détachent alors ponctuellement et partiellement des employés, en fonction de leur expertise. La direction commerciale opte pour une solution plus spécifique et crée en 2003 un service spécialisé, le développement commercial. Cette spécialisation est néanmoins à nuancer car ce service reste multipolaire. Il se base sur un existant qui travaillait déjà en interface avec la direction marketing, le développement des ventes. C'est d'ailleurs cette multipolarité et une capacité certaine d'adaptation qui permettront sa survie dans les tourmentes politiques et de réorganisation. J'y reviendrai dans les prochaines pages. La direction des services d'information est elle aussi organisée d'une façon approchante. Certains de ces services sont dédiés à la maintenance des systèmes, alors que d'autres travaillent en tant que maîtrise d'œuvre sur des projets de développement. Cela semble d'autant plus naturel que son activité vient en appui à celle des autres directions fonctionnelles. GEVET, la frontière de la logique métier. Distillerie travaille sur plusieurs projets de re-engineering des processus liés en s'appuyant sur des progiciels. Certains projets sont essentiellement internes. C'est le cas du déploiement de GEVET. Ce progiciel est un système de Sales Force Automation, SFA, dédié donc à la force de vente. Le SFA est généralement considéré comme un module d'une suite CRM. L'éditeur de GEVET, GV Programs, participera, en tant que conseil technique et parfois même organisationnel, à la mise en place et au paramétrage de l'outil. Cette position lui permettra d'acquérir une connaissance importante des systèmes d'information et des modes opératoires de distillerie. Ce sera un avantage indéniable au moment de gagner de nouveaux marchés auprès de l'entreprise, par exemple celui de l'intégration de données issues des sorties caisses des enseignes de la grande distribution, le data sharing. Le projet GEVET est propre à la force de vente, donc à la direction commerciale. Il faut néanmoins prévoir une connexion avec l'ensemble des systèmes d'information de l'entreprise. Le progiciel communiquera donc avec SAPEI, l'ERP de distillerie. L'objectif est de pouvoir ainsi réinjecter les données recueillies sur le terrain par les commerciaux, afin de les rendre exploitables par les autres directions, notamment celle du marketing. La suite Sapien, vers une logique processuelle. D'autres progiciels ont d'emblée une vocation transversale. C'est le cas de ceux achetés à l'éditeur Sapien. Ce dernier est un éditeur spécialisé dans les progiciels de business intelligence ou informatique décisionnelle.
Distillery s'est porté acquéreur de plusieurs modules aux finalités complémentaires. Sapient Planning est un outil de simulation budgétaire. Sapient CubePlay sert à l'analyse multidimensionnelle d'informations par un système de cubes. Sapient Net permet la restitution des informations stockées grâce à la production d'états, de tableaux et de graphiques personnalisables par chaque utilisateur. Ces outils et tout particulièrement Sapient Planning et CubePlay devront également servir comme base informatique à l'intégration de processus de planification et de construction budgétaire entre la direction marketing et la direction commerciale. J'y reviendrai dans la sous-partie plan de marque, plan de compte, l'échec d'une intégration organisationnelle. Les bases de données, le plus petit dénominateur commun. Les bases de données sont à l'intersection des différents besoins des utilisateurs. Elles déterminent comment l'information est structurée, et par conséquent l'utilisation qui peut en être faite par la suite. La façon dont l'information est disponible a un impact important sur les modalités de son exploitation. Les attentes sont différentes selon les métiers. Ceux-ci pourtant sont obligés de partager les mêmes bases de données puisqu'ils travaillent sur le même ERP et par conséquent sur les mêmes bases de données. L'adoption d'un ERP impose en effet une dynamique d'intégration, où la logique processuelle doit dépasser la logique métier. Une structuration commune des données doit être trouvée. Il s'agit de permettre à chaque service de travailler au mieux de ses intérêts, tout en facilitant la communication avec les différents services. Il est en effet difficile d'exiger de quelqu'un qu'il abandonne le confort d'un logiciel spécialisé pour travailler à un niveau de précision et avec des fonctionnalités moins efficaces pour lui en passant à un logiciel intégré. Monsieur Michel reconnaît d'ailleurs cette difficulté lors d'un entretien. J'ai résisté très longtemps dans une vie professionnelle précédente parce que j'avais un outil dédié au niveau du commercial et SAP n'était pas capable de gérer les G-codes, de gérer tout ça. Et c'est sans surprise que les négociations pour optimiser la structure des bases de données dans une optique transversale s'avèrent longues et difficiles. Ainsi, d'âpres discussions ont eu lieu pour déterminer les différents niveaux utiles à l'analyse des données produits. La direction commerciale de Monsieur Michel a exprimé le besoin de création d'un niveau d'agrégation de l'information concernant les produits qui n'existait pas alors, et qu'il n'était pas possible d'obtenir avec la structure existante de la hiérarchie produit. Il fallait donc refondre cette dernière. Cette demande s'est heurtée aux réticences du service de contrôle de gestion comme de la direction marketing. Ils ne voyaient pas l'intérêt de réaliser ce travail supplémentaire. Plus concrètement, Monsieur Michel voulait obtenir un niveau d'analyse que celle-ci appelait brand format, et qui regroupait les notions de marque et de contenance. La direction marketing n'en voyait pas l'intérêt, car elle travaillait au niveau de la marque qui existait déjà. Le contrôle de gestion ne voulait alors pas remettre en cause la structure existante au risque de compliquer son travail de production d'indicateurs. Les transactions ont néanmoins fini par être tranchées à l'avantage de la direction commerciale, et une refonte de la hiérarchie article a été réalisée par le contrôle de gestion au terme de plusieurs mois de discussion. Toutes les bases de données ne sont néanmoins pas forcément communes. Il est en effet possible de prévoir dans des entrepôts de données, data warehouse, l'interfaçage de bases de données spécifiques à un logiciel avec celle du système d'ensemble qu'est l'ERP. Ainsi GVET est un logiciel orienté métier avec une base de données propre. Mais pour que ce système puisse communiquer avec SAP, il doit prévoir des points de rattachement avec la base de données de ce dernier. La structure des données de GVET est détaillée différemment de celle de SAP, mais elles doivent disposer d'un niveau commun afin d'en permettre l'intégration. L'improbable existence du service développement commercial. Le service développement commercial a été créé en 2004 par Monsieur Michel. Il a été développé sur la base du service développement des ventes, qui avait un rôle d'interface entre la direction marketing et la direction commerciale. Si dans un premier temps le développement commercial devait également prendre en charge l'administration des ventes, l'hétérogénéité des compétences et la difficulté à diriger un tel pôle ont conduit à centrer le nouveau service sur son rôle d'interface entre le marketing et le commercial. La nouveauté aura été alors de lui confier des missions de production de systèmes d'information, pour faciliter le travail de gestion et d'analyse marketing commerciale.
Son expertise est essentiellement fonctionnelle. Il doit donc aller chercher la compétence technique auprès de la direction des systèmes d'information en priorité et de sociétés de services en ingénierie informatique, SSII, le cas échéant. Autrement dit, le développement commercial prend la casquette de la maîtrise d'ouvrage sur des projets d'organisation informationnelle en plus de son travail de développement des ventes. La volonté de Michel est de pouvoir disposer d'une force de travail composée de spécialistes dédiés. Chaque personne peut se concentrer alors sur son métier. Les commerciaux sur les ventes et les marketeurs sur le travail des marques. La création d'une structure projet stabilisée minimise la pression du projet sur ces personnes, qui n'ont plus alors que des interventions ponctuelles à effectuer. Est-ce qu'un opérationnel qui a la tête dans le guidon va prendre le temps nécessaire à la rédaction du cahier des charges? Par expérience, je ne le crois pas. On peut détacher pour une certaine durée, mais tout évolue tellement vite qu'on a besoin de ressources pour mettre du fioul dans la machine. On n'a pas les mêmes profils. D'un côté, on a des profils opérationnels et de l'autre des profils plus de réflexion, de vision globale. On ne demande pas à un opérationnel d'être capable de mettre en forme sa connaissance. On lui demande d'utiliser sa connaissance pour optimiser les affaires de l'entreprise. Les deux ne sont pas forcément compatibles. Entretient Monsieur Michel. Mais la vision d'un impératif de réorganisation et de restructuration des flux d'informations n'est pas partagée par le successeur de Monsieur Michel, Monsieur Drago. L'axe prioritaire devient la performance commerciale mesurée par les volumes générés. Monsieur Drago semble s'intéresser relativement peu au développement des outils d'information. Il leur demande de fonctionner en toute transparence pour lui. Il cesse donc d'être une force motrice pour les projets précédemment lancés. Le plan de compte, plan de marque est dès lors enterré. GVET se vide de son sens par manque d'utilisation. Dès le dernier trimestre 2005, se pose alors la question de la pérennisation du service développement commercial tel qu'il a été conçu au départ. L'initiative de nouveaux projets portant sur le développement de systèmes d'information devient l'apanage de la responsable du développement commercial. Elle essaye de légitimer l'existence du service en poussant de nouveaux projets comme celui du data sharing. Pour conserver une place dans l'organisation, le développement commercial recentre alors ses activités. Sa mission reste d'être un facilitateur de l'activité des acteurs de la direction commerciale. Il faut alors se concentrer sur des basiques de l'activité commerciale. Le pôle développement des ventes reste le point fort du service. Le profil de son responsable, ancien responsable de secteur, son contact permanent avec la force de vente lui permettent d'ailleurs de connaître et comprendre avec précision les nécessités du terrain. Il réunit donc des qualités importantes pour développer son rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le pôle merchandising prend de l'importance avec la production de plans de mise en rayon pour la grande distribution. Cela permet aux responsables de secteur et aux comptes clés d'être force de proposition dans leurs relations avec leurs interlocuteurs aussi bien, respectivement, au niveau local des magasins que national de l'enseigne. Ce service supplémentaire, qu'ils proposent à leurs clients, les aide dans leurs négociations et dans le placement des produits distillerie Pierre Benoît. Un nouveau pôle est rattaché au service développement commercial. Il a la charge de produire des statistiques sur les historiques et le prévisionnel de l'activité commerciale. Cette fonction était en fait auparavant déléguée au service administration des ventes. Ce dernier, délocalisé vers un site industriel, s'est recentré sur le traitement et le suivi des commandes. Le traitement des données qui en résultaient a dès lors été confié au développement commercial, pour renforcer ses missions autour du travail des systèmes d'information. Ce choix peut néanmoins être sujet à débat, puisqu'il peut apparaître qu'il existe une sensibilité plus forte au sein de la direction industrielle par rapport aux problématiques traitées, notamment la production de données prévisionnelles. Le maintien du service développement commercial apparaît donc fragile. Il repose essentiellement sur la consonance de la logique opérationnelle, véhiculée par le développement des ventes avec les modes de fonctionnement de la nouvelle direction commerciale. La portée stratégique, en partie sur un plan commercial et notamment dans une optique de structuration de l'organisation, n'est pas assez importante aux yeux de la nouvelle direction commerciale. Finalement,
Il serait intéressant de s'interroger sur les véritables raisons de cette survie. Le dynamisme et la persévérance de la responsable du développement commercial? Des logiques stratégiques et des jeux de pouvoir qui me sont partiellement opaques, aussi bien en tant que chercheur que praticien? Plan de marque. Un plan de compte, l'échec d'une intégration organisationnelle. Les problématiques de coordination interservices dans une optique processuelle trouvent un exemple édifiant dans le dossier plan de marque, plan de compte. L'idée étant ici de formaliser la coordination entre l'activité de planification stratégique du marketing et son opérationnalisation par la direction commerciale. La direction marketing travaille des marques. Elle doit établir ses stratégies et ses priorités dans la gestion de ses portefeuilles de produits. Elle fixe donc des objectifs généraux par marque que la direction commerciale adapte à sa rationalité. Cette dernière travaille des réseaux de distribution, des enseignes. Elle doit donc décliner les objectifs fournis par le marketing vers les enseignes dans un premier temps. Ces objectifs seront à leur tour déclinés vers des zones géographiques, des régions, puis vers des magasins. Le processus n'est néanmoins pas linéaire puisque l'activité de planification marketing se nourrit de l'information issue du terrain et des contingences commerciales. Il est donc nécessaire d'adopter une démarche itérative qui suppose un réel échange entre les deux directions. Ce n'est pas simplement le marketing qui établit des volumes à atteindre par marque, et le commercial qui se débrouille pour les distribuer par enseigne et par région. Ceci est d'ailleurs la source de bien des incompréhensions classiques entre les deux directions. Chez Distillery, il n'est pas fait exception à cette règle. Le conflit naturel, c'est celui entre le marketing et la vente. Nous l'avons vécu de manière soft avec des points de vue qui n'étaient pas souvent en ligne. Entretien Monsieur Michel. L'établissement et la formalisation de ce processus coopératif de planification devait permettre une rationalisation de la construction budgétaire, de l'attribution des moyens accordés en fonction des objectifs établis. Par conséquent, ce travail intéressait également le service de contrôle de gestion. La structuration du processus devait s'appuyer sur une mise en commun et une exploitation de l'information. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.